Bienvenue chez MHT. Salut Thomas, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Salut à tous, aujourd'hui on lance ce nouveau format. Notre but est de vraiment de vous faire découvrir des manufactures, un savoir-faire français. Et je suis ravi que Thomas, on va vous expliquer tout ça, nous reçoive. En plus on fait partie du même collectif d'artisans des Landes et d'Agetmo spécifiquement. Surtout d'Agetmo. Donc voilà, donc cette petite interview est la première et t'es le premier, on est ravis que tu nous accueilles. Ravi d'inaugurer. Super. Alors, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette entreprise Alors, tu peux nous présenter un petit peu en un mot, quelle est ton activité? Alors, mon activité, c'est tapissier d'ameublement. Alors, tapissier d'ameublement, tout le monde ne connaît pas, vous allez connaître les secrets, enfin, pas tous les secrets, mais une partie. Oui, on va pas tout dire de suite. Et peux-tu nous parler de l'entreprise, de l'histoire? Alors, l'entreprise, la SRL MHT, qui était avant Ourquet et Fils, qui était avant Ourquet Michel, est une entreprise familiale. Ouais. Ça fait 5 générations qu'on est dans... À 5 générations. 5 générations dans l'ameublement. 2 tapissiers décorateurs, moi et mon papa précédemment. Et avant, dans l'ameublement, dans le chaisier sabotier. Mon arrière-arrière-grand-père a commencé dans le bois, chaisier sabotier. Et les 5 générations toujours été dans les Landes, à Agetmo? À Agetmo. Ici à Agetmo. Ouais. On est les savoir-faire français savent résister, 5 générations, moi je trouve ça incroyable, bravo, félicitations. Oui, oh, c'est un amour du métier, un amour du bois, je pense. Parce que c'est plutôt naturellement que chaque y est arrivé. Mon père y est arrivé parce que bon, son oncle avait une usine, mais naturellement il est venu dans l'artisanat. Naturellement dans Donc c'est une entreprise familiale. Ouais. Alors, du coup, vu ce que tu viens de nous décrire, entreprise familiale. Et toi, comment t'es... Alors, t'es né dedans, évidemment. Moi j'ai grandi à me cacher là-dedans, dans ces tissus, dans l'atelier, dans les clous. Alors, naturellement pour moi, pas pour mes parents. Mes parents étaient plutôt pour un bac, des études. Ah oui, des longues études. Parce que ma mère ayant fait des études, s'ils étaient plutôt pour ça. Mais bon, moi étant plutôt hyper actif, et l'école je m'ennuyais un peu, même si j'avais de bonnes notes, parce que je visais médecin, donc je mettais quand même ce qu'il fallait. Mais je m'ennuyais, et comme il fallait pour gagner 3 sous pour des bons becs, passer un peu taper sur les clous à l'atelier, mais manque de bol pour mon père, j'y ai pris goût. Donc quand c'est une bonne maladie. Ouais, ah non, mais c'est ça. Mais quand s'est présenté le moment de choisir après le collège, quand je leur ai dit j'ai envie de faire un CAP, ils m'ont posé quand même les bonnes questions. T'es sûr, il va falloir bosser, faut bosser dans l'artisanat si tu veux réussir. Bon, je pense que je leur ai montré que j'étais plutôt prêt. Et puis bon, la formation qui a suivi a fait que il fallait faire des heures pour en arriver au niveau que j'ai maintenant. Donc en fait, tu as été de toi-même motivé par ça, c'est les parfums de l'enfance. Il y a ça, c'est vrai, tu veux que je te dise, c'est vrai, il y a ces odeurs. Quand on rentre dans un atelier, il y a ces odeurs. Il y a ici dans les magasins tous les tissus. Et puis bon, mais... Il y a une atmosphère, hein. On rentre, déjà quand on rentre chez toi, il y a une atmosphère. C'est ça, on est un peu envahi par de la couleur, par des formes. Et le tapissier, c'est ça, c'est... Mettre en valeur les formes de l'ébéniste, le principal c'est ça du tapissier. Mais il y a aussi accordé avec la personnalité de la personne qui va vous donner ce fauteuil. C'est-à-dire quand on rentre dans une pièce, il faut capter l'atmosphère, l'idée et l'énergie de la personne. Et c'est ça qui est quand même intéressant. Donc ça veut dire que tu vas aussi t'adapter en fait, j'imagine que le client il sait pas trop ce qu'il veut, plus ou moins, et toi tu vas essayer de comprendre. C'est ça, c'est pister qu'est-ce qu'il va avoir envie, qu'est-ce qu'il va avoir besoin, et qu'est-ce qui va être dans le temps, quelque chose qu'il va pouvoir apprécier sur 10 à 20 ans. Parce qu'un fauteuil traditionnel c'est 25 ans, en s'en servant tous les jours, et un bon tissu d'ameublement c'est 10 à 12 ans en s'en servant tous les jours. La moyenne de durabilité. Donc moi, et c'est un investissement aussi, ça fait partie du truc, le coût de la matière. Donc moi je veux tomber sur la chose juste pour chaque client, c'est pour ça aussi qu'il y en a autant. Il y a des tissus partout. Il y en a pour tout le monde. Il y en a d'autres ailleurs, j'imagine. Il y en a derrière, cachés. Alors, ok, ça a été presque, on va dire, on peut considérer que c'est une vocation. Ouais. Mais après, malgré tout, il y a quand même un cheminement, il y a un métier qui s'apprend. Oui.
C'est quoi ton parcours là-dessus? Alors le parcours, ayant commencé à 14 ans, vu que je suis de fin d'année, mon père a dit non, on va pas le laisser partir, on va le garder ici à l'atelier. Donc de 14 à 17 ans, j'ai fait l'apprentissage avec mon père, 3 semaines en entreprise, 1 semaine au CFA de Mont-de-Marsan, qui est l'un des plus vieux et l'un des derniers tapissiers, formation de tapissier. Il y a très peu de CFA qui... Très peu, je pense qu'il y en a 5 dans la France, maximum, et des bons. Et après, à 17 ans, j'ai dit bon, j'ai envie de bouger, papa, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne partirais pas un peu sur la côte, me former? Et en fait, bon, mon père, connaissant mon caractère un peu fêtard, un peu landais, a dit non, on va pas te laisser partir tout seul à 17 ans, tu vas partir chez les compagnons du devoir. Il avait peur des dérapages. Les chiens font pas des chats, donc il savait à quoi s'attendre. Et donc il m'a dit non, compagnon du devoir, là, il savait qu'il était rassuré, et ma mère surtout, que je sois encadré. Et puis, bon, on va pas se mentir, les compagnons de devoir, c'est former l'élite des travailleurs. Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est une formation en alternance avec un 35 heures ou un 39 heures dans une entreprise. Et tous les soirs, des cours pour se perfectionner, apprendre des techniques vraiment pointues et spéciales à chaque fauteuil. Et puis là, c'est pareil, c'est 3 à 5 ans de plus, et en changeant tous les ans d'entreprise et de vie. Et avec j'imagine, chaque entreprise, c'est un peu comme dans la cuisine, va t'apprendre... une spécialité, ouais, c'est ça. Et la spécialité de la personne qui gère bien sûr. Et son vécu. Ouais, et sa culture, son vécu, ses petites astuces, ses petites techniques. On a tous... J'ai fait 10 patrons en 23 ans de carrière, à 37 ans. J'ai fait 10 patrons, au moins 10 patrons différents. On a tous les mêmes lignes de conduite, les mêmes bases, mais chacun a son petit truc. Et après, à la fin, chacun fait sa popote. Parce que chacun, moi je repérais des trucs de l'un chez l'autre, mais hop, il avait un petit coup de main qui faisait que putain, on gagnait 1 heure sur 15 heures sur un fauteuil. Donc c'est pas négligeable. Donc non, ce n'est que... vraiment que bénéfique. Enfin, moi, le compagnonnage, c'est dur, on va pas se mentir, pour quelqu'un qui a connu la fiesta, le ski, la plage, qui a été mal éduqué, on va dire. Ouais, puis on a une région, on a quand même pas mal de fêtes. Ouais, on est pas trop mal lotis, donc c'est quand même assez dur de se mettre dans un cadre. Mais quand on sort du cadre, déjà on apprécie le reste, mais franchement, quand je suis arrivé pour prendre l'entreprise après le compagnonnage, j'avais pas peur de faire du 10-12 heures par jour, je vais pas te mentir, ça m'a jamais impressionné de finir à 21 h et d'attaquer à 8 h le matin. Non, en plus c'est une passion. Non mais c'est ça, quand on aime ce qu'on fait, on voit pas trop le temps passer, on se le fait rappeler en rentrant le soir à la maison, mais c'est pas ça le problème. C'est un autre sujet ça. Alors, tapissier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le métier de tapissier? Bien sûr. Alors, tapissier d'ameublement, donc comme je disais, l'une des premières règles qu'on m'a appris, c'est mettre en valeur les formes créées par l'ébéniste, sur un siège, sur un canapé, sur n'importe quoi. Donc ça, le principal du métier de tapissier, c'est restaurer les fauteuils et les remettre en état et les rhabiller pour une session de plus. Ouais. Mais à ça, en fait, je te coupe, tu es déjà dans une approche, c'est ce qui est intéressant, de durabilité. Bien sûr, bien sûr. Dans le sens où on jette pas. Ah non. C'est ça qui est intéressant. est de redonner une seconde vie, de consolider, d'améliorer même des fois, parce qu'on voit des fauteuils de 1900 qui n'avaient pas nos process de maintenant, et des fois on peut lui amener un petit plus à ce fauteuil. Il y a un peu de custom entre guillemets. C'est ça, exactement. Et après, si on va dans le durable, dans le fauteuil de tapissier, tout est recyclable. Rien ne se... Ouais, tout est réutilisable même. Un tissu usé va pouvoir te servir de chiffon. Un crin va servir à faire va être retraité et traité autrement. Le ressort en métal va être retraité aussi. Il n'y a vraiment pas grand chose qui va rester. Je sais que sur ce que je jette à la poubelle, je sais que dans 50 ans, il n'y a plus rien. Enfin, où tout a été retransformé. Retransformé, ça c'est super. Ouais. Ça, pour moi, c'est assez important. C'est en train de rentrer dans l'esprit des gens aussi, beaucoup. Et ça, j'apprécie beaucoup que mes clients me disent « Attendez, mais comment on réutilise? Qu'est-ce que vous faites de tout ça ?» J'ai de plus en plus de clients qui viennent vers ça. Oui. Donc ça, c'est la partie siège. Mais bon, après, va s'ajouter les rideaux, les stores, la tenture murale, le matelas traditionnel en laine d'autrefois. Tout ce qui touche le tissu. Le tapissier doit être amené à pouvoir traiter tous les tissus dans n'importe quelle demande normalement. Super. Et donc,
Ouais, il y a plusieurs étapes, donc... Pour le fauteuil, vous en avez 14 étapes. 14 étapes. On est entre 10 et 20 heures selon le fauteuil, selon son 10, style. 20 heures de travail Ouais, intense, en le regardant pas, hein, c'est-à-dire qu'on connaît la musique et on y va. Et donc bon, ben il y a vraiment des étapes assez importantes et aucune n'est à négliger. Parce que si on néglige l'étape 2, on le payera à la 3 ou 4. Ça se répercute sur les autres exactement. et à la fin tu as un truc qui est pas conforme. Ben, qui est pas au goût du patron. Et le patron est très pointilleux, manque de bol. Alors dans ces étapes, 14 étapes, tu peux nous en décrire quelques-unes? Ouais. Alors, la principale, c'est le dégarnissage. C'est là qu'on voit un peu l'étendue des dégâts dans le fauteuil. Parce que des fois, ben, on se dit, oh, c'est juste l'assise qui est effondrée. Donc c'est enlever le tissu, non? C'est quoi? C'est le mettre à nu. C'est-à-dire qu'on part du fauteuil garni et on récupère que le bois. Et là, à partir de là... Carrément. Oui. Ben, si je veux pouvoir travailler et taper comme un âne avec mes clous et mes marteaux, il faut que le bois soit structuré, soit bien collé. Et comme précédemment, donc tu vérifies qu'il faut bien. Il faut que je fasse un peu de travail d'ébénisterie, quelques notions. Mais quand il y a vraiment de l'ébénisterie, bon, je suis pas à plaindre, j'ai qui je veux, je sais vers qui m'adresser selon le problème. Mais il faut repartir d'une base saine pour pouvoir repartir sur un fauteuil qui va, quand je vais le livrer à mon client, je sais que je le revois pas avant 12 ans le fauteuil. Et dans 12 ans, ça sera pour changer que le tissu, pas l'intérieur. Mais je veux que dans 20 ans, 25 ans, il soit encore là, mon fauteuil, et qu'il ait de la gueule en plus. Parce que si je veux que d'autres clients viennent me voir, il faut qu'il ait un peu de gueule. Donc la première, c'est le dégarnissage. Donc ça, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures selon les fauteuils, pour le mettre à nu et repréparer le bois avant de recommencer les 13 autres étapes pour amener jusqu'à la finition. Donc après, il y a des étapes aussi assez importantes quand on est au garnissage, de préparation du garnissage avant la pose du tissu. C'est-à-dire que c'est là qu'on va mettre en forme tous les galbes que l'on veut et toutes les formes du fauteuil. Ça, c'est vraiment pas mal. On a une étape importante, c'est la couture. Parce que bon, tous les fauteuils ne passent pas en un seul morceau de tissu. Donc là, il faut... Alors là, la couture, ça va être justement coudre différentes pièces de tissu qui vont s'adapter à la forme du fauteuil ou les mettre en valeur ou un motif. Parce que des fois, on a un carreau, il faut qu'il suive sur le bras, il faut qu'il suive partout. Donc là, la couturière est quand même assez importante, il ne faut pas la négliger. Et ça aussi, c'est une partie assez importante du métier de tapissier, la couture. Et après, là où on va finir de mettre en valeur, c'est la finition. C'est-à-dire un passepoil, un cloutage, quelque chose qui va... Passepoil, parce que ça, je pense que... Passepoil, alors autrefois, c'était le galon. Le galon, autrefois, avec les petites dents de rat, ça c'était, bon, autrefois c'était beaucoup ça, Louis XVI, du galon de dents de rat. Bon, maintenant on va être un peu plus contemporain, on va mettre du passepoil. Ça va être une petite cordelette qui va finir de cacher mon agrafage et qui va souligner et encadrer mon tissu. Et ça finit de mettre en valeur assez facilement ce qu'on a essayé de travailler précédemment sur les étapes antérieures à la finition. Super. Alors c'est donc un métier qui est riche, que vous pouvez le constater. Et alors justement, ça s'adresse à... Tu travailles avec quel type de client? Est-ce que tu... Enfin, je sais pas, c'est qui tes clients finalement? Quel genre de client tu as? C'est qui pousse la porte et qui vient te voir? Il y a vraiment tout le monde. Il y a vraiment tout le monde. Ça va de la petite mamie qui a un fauteuil qui n'a pas forcément de valeur, mais qui est un fauteuil sentimental. C'est-à-dire qu'elle a toujours vu son père, son mari dessus. Et donc là, elle va économiser toute l'année pour le refaire et pour pouvoir avoir un beau fauteuil au coin de la cheminée avec elle, ou pour son mari. Il y a les gens qui vont s'installer et qui vont vouloir un canapé sur mesure pour leur pièce aussi. Ah, il y a aussi de sur mesure. Et on va faire de la création. Donc là, ils vont faire comment? Ils vont voir l'ébéniste et vous travaillez conjointement? Voilà, exactement. Alors en général, ils viennent me voir en premier, on discute un peu des formes, mais après je vais discuter du technique avec l'ébéniste. On va faire des planches, on va faire des dessins, moi je vais pas t'apprendre ce que c'est de créer, mais il y a ça. Bon, majoritairement, on va dire 60-70% c'est du privé. Parce que on n'aime pas faire 2 fois la même chose. On s'ennuie dès qu'il y a une série de 6 chaises, on s'ennuie un peu. Nous, 2 fauteuils pareils, c'est rare. Ton principe c'est ça, c'est que là il y a je sais pas combien de tissus, il y a le tissu, il y a la forme, il y a... C'est ça. Et puis il y a l'histoire comme tu disais, il y a la mamie qui vient, il y a son histoire. Je suis sûr qu'elle va te raconter son vie. Ah mais exactement, elle va me dire, ah moi je veux qu'il soit comme ça. Un fauteuil quand il arrive, moi je sais comment la personne s'assoit dedans. Parce que le fauteuil prend une forme avec la télé dans un coin, par exemple comme ça.
Eh bien, on prendra toujours un appui comme ça et le fauteuil, au fil des années, il va se déformer légèrement. Ouais. Alors moi, quand la personne arrive à le fauteuil... Les fauteuils ont des histoires. Oui, je vois le fauteuil et je dis, la télé est à gauche. Le monsieur, voilà, il fait, c'est pas possible. Comment vous savez? Il est ouvert ici. Ah, bon, oui, ah, ben, vous savez déjà où on habite alors. Ben, c'est comme ça. Il y a ça. Et après, bon, ben, il y a le privé. Bon, ça c'est moi qui l'ai un peu plus développé que mon papa. Mon papa était vraiment sur le privé, le particulier. Et là, maintenant, moi j'ai ouvert un peu au professionnel. Professionnel, bon, tu veux dire, ouais, un peu... L'hôtelier, la restauration. Dire, oui, tu travailles avec le monde de l'hôtellerie, certainement. Ouais, j'ai la chance d'être rentré il y a 15 ans chez Guérard, chez monsieur Guérard. Guérard, ici. Je pense que tout le monde connaît. Ici, très bonne maison des Landes. Hein. Très réputée, donc une grande chance d'être rentré là-bas et d'avoir travaillé avec les personnes qui géraient ça et qui m'ont vraiment fini. Vraiment, je pense que si je dois avoir 3 mentors dans ma carrière, mon papa, les compagnons, et j'ai eu la chance de croiser plusieurs années Madame Guérard, qui m'a fini au niveau décoration énormément. Et donc une chance, parce que bon, bah, c'est du travail ancien. C'est l'exigence, c'est quand même c'est le Graal de la gastronomie. C'est ça, c'est ça, et 5 étoiles au niveau hôtelier, donc il faut que ça soit à couteau tiré, il faut que rien ne dépasse. Et puis c'est quand même un mobilier d'époque quasiment partout, dans les chambres ou dans l'hôtel, donc c'est quand même une chance de travailler sur des meubles de 400, 500 ans, chose que dans pas longtemps, si les gens ne respectent pas ce mobilier-là, on ne pourra plus le voir. Et puis, moi je trouve que j'ai de la chance de voir ces meubles-là. Et de toucher. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a 400 ans, qui l'a créé, ce fauteuil. Ça, c'est dingue, ça. Hein, et 400 ans plus tard, moi, j'essaie de le faire perdurer. Donc ça, quand on y réfléchit, moi, je me fais des films tout ça. 400 ans, tu dis? Ah oui. Oui. Là, j'en ai pas ici dans la boutique, mais là, au-dessus, dans mon salon, parce que j'habite juste au-dessus, j'ai des fauteuils que mon arrière-grand-père a fait. Donc déjà, rien que ça me touche. Ça remonte un peu. Et j'en ai d'autres, ben, je suis sûr que bon, ils ont peut-être pas croisé Louis XVI, mais Louis XVI était sur le trône, avait encore sa tête, que le fauteuil existait déjà. Voilà, donc il y a une histoire, comme tu dis, c'est une passion. C'est une passion. Et pour faire tout ça, tu es tout seul? Non, mon papa était tout seul. Mon papa était un grand vaillant, il était tout seul ou avec une couturière à la fin de sa carrière. Non, moi je me suis entouré. Parce que si je veux répondre à la demande, j'ai d'abord trouvé quelqu'un formé, qui a quasiment la même formation que moi, quasiment le même âge, et du coin, pour remplacer mon papa. Ça, c'était une grande chance, parce que ça aurait été très dur de trouver. Et j'ai eu ce cul-là, ce qui m'a aidé à pousser mon père vers les vacances, les grandes vacances, on va dire. Et après, c'est poser la question de ma couturière qui allait arriver à la retraite. Et ça a été le calvaire de la carrière de mon père, de trouver toujours des couturières quand la précédente partait à la retraite. Donc là, j'ai été malin, j'ai trouvé une plus jeune que moi, donc elle partira à la retraite après moi, j'espère. Et donc elle, qui était formée en couture, je l'ai formée au siège, qu'elle puisse gérer tout, et qu'elle puisse anticiper mes problèmes, qu'elle puisse comprendre mes problèmes. Ce qui était la problématique de mon père, c'est que la couturière n'avait pas la technique du tapissier, donc ne voyait pas le problème que j'avais des fois. Donc là, la petite... Oui, est-ce que la couturière peut être décorrélée de cette problématique et dans certains de ses travaux peut ne pas comprendre ce qu'il faut faire. Mais c'est ça, elle ne voit pas la problématique, alors que quand elle le touche... Ah ben elle c'est de suite où va être le problème. Et je lui dis pas trop, mais elle, si elle continue avec l'état d'esprit qu'elle a, ça sera la meilleure du secteur, elle sera meilleure que moi, parce qu'elle gérera tout, la couture. J'ai des heures de cours de couture chez les compagnons avec des selliers, donc j'ai la technique, mais la maîtrise, je l'ai pas. Oui. Elle va faire un coussin, elle va mettre une demi-heure, je vais mettre 2 heures. Ah oui. C'est pas intéressant. Je préfère rester avec les clients où je vais être plus rapide pour trouver le tissu. Et après, le dernier qui est arrivé il y a 2 ans, que j'ai formé, c'est une reconversion. Une personne qui connaissait le métier, qui avait envie de changer totalement de branche, qui était dans le service, et là qui est parti dans l'artisanat vraiment. Et voilà, donc là j'ai formé deux personnes, et donc on est une équipe de jeunes, puisque c'est moi le plus vieux à 37 ans. Oh, il était très, très vieux. Et la plus jeune à 24, donc là on est parti pour tout casser. Moi je trouve ça génial d'avoir une équipe de jeunes comme ça qui s'intéresse à l'artisanat. Ouais, c'est vraiment agréable. Ça veut dire que la tradition a de l'avenir. Ouais, moi je pense. Mais je pense et je suis convaincu qu'on va y revenir à des réflexions plus durables, quand on peut réutiliser. Cette table partait à la déchetterie. Ah bah, elle est magnifique. Elle était en chaîne, elle était en chaîne brute. La dame devant moi, elle a jeté.
Je dis, attendez, qu'est-ce que vous faites? On va la charger dans mon camion. Je vide mon camion, je la mets dedans. On a été voir un collègue de l'association qui nous a fait une magnifique patine. Super. Et puis let's go. Magnifique. Hop. Non, mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce que l'on a déjà. Alors, je ne dis pas que les nouvelles technologies ont que du mauvais, loin de là. Elles en ont aussi beaucoup de bons. Mais je pense qu'il faut faire une synthèse des deux. Pour avancer maintenant, je pense qu'on en est là. Bah, les nouvelles technologies, de toute façon, on peut pas les ignorer. Il faut s'adapter à elles, entre guillemets. Mais il n'empêche que, justement, des savoir-faire comme ça, des traditions, je pense, vont perdurer, voire même s'intensifier. Moi, j'en suis convaincu. Mais justement, on va demander une certaine exigence dans la qualité, par contre. Ah, mais il faut. Mais de toute façon, si on veut du boulot, enfin, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris la recette. Hein. Il faut que tu sois parfait, copain. Et ça, c'était mon père, il me disait ça. Ouais. Si t'es pas parfait, copain, tu n'auras pas de boulot. Ouais. Hein, et puis, la recette a marché 40 ans pour lui. Je garde les mêmes lignes de conduite et je saupoudre avec mon petit côté peut-être un peu plus artiste, mais sinon c'est ça, je pense qu'il faut garder et que les jeunes aient en tête. Moi, c'est ce que je leur disais quand j'avais des jeunes chez les compagnons à former qui venaient découvrir le métier, c'est ce que je leur montrais. Ouais. Et si on veut leur faire aimer le métier, je pense qu'il faut de l'explication, il faut de la logique. Si on dit fais ça bêtement, on n'a pas d'envie. Par contre, fais ça parce que ça, et parce qu'elle va en découler ça. Là, de suite, ça va intriguer et là, on va aller le chercher. Oui, il faut expliquer pourquoi on fait ça. On ne fait jamais par hasard. C'est ça. C'est sûr. Et alors, sinon, pour conclure, à titre perso, tu fais pas que travailler. Est-ce que tu as des passions Oui, je fais pas que travailler, même si ça prend quand même beaucoup de mon temps. Mais bon, comme c'est une passion, des fois, on va pas se mentir. C'est pas comme si je travaillais le week-end. Quand je fais des réflexions de tissu pour des clients, c'est pas du travail. Mais non, après, il y a le ski, il y a le skate, il y a le surf. Donc beaucoup de glisse, il y a la pêche. En vrai, c'est une région difficile quand même. Ouais, on est mal entouré. Donc non, assez sportif, beaucoup la glisse, beaucoup la nature. Donc bon, je touche le bois un peu tout le temps. Si c'est pas le bois, c'est la terre, quoi. La terre. Voilà. Super. Bah écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin, un truc à rajouter Non. Des choses à rajouter sur ton métier, sur ce que tu veux sur mon métier, je pense que j'en ai dit assez. C'est peut-être aux auditeurs de ne pas hésiter à franchir la porte, à poser des questions. Moi, je dis beaucoup à mes clients, n'hésitez pas à m'appeler, pas pour me donner un autre fauteuil. Mais si vous avez une question, besoin d'un renseignement sur un autre métier, besoin d'un artisan. On se connaît tous dans l'artisanat vraiment traditionnel et beaucoup de gens ne connaissent pas tous ces métiers. Moi je le vois sur des salons que je fais où les gens sont là. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis j'essaye de montrer sur les salons ce qu'il y a dans le fauteuil. Donc dès qu'on tape sur un clou, ils sont là. Oh là 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 là, ils s'arrêtent. Donc je pense que soyez curieux. Voilà. Ouais, moi j'ai ce principe-là, j'adore découvrir et j'essaie de ne jamais arrêter de rester un gamin en fait. Ouais, soyez curieux et c'est pour ça on souhaite développer ce nouveau format parce qu'en fait il y a plein d'artisanats, plein de manufactures françaises et c'est que le début. Et d'ailleurs on voulait vraiment sincèrement te remercier de nous avoir accueillis. C'est le premier format, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va plaire. Mais moi je touche du bois. Tu vois en tout cas je pense que c'est intéressant parce que voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir et voilà. Et puis bien sûr on mettra le contact de Thomas, évidemment. On mettra si tu veux donner si tu as un site internet, tu peux déjà le donner. Oui, www.ourquet-décoration.fr. à Jetmo, la capitale des Landes. C'est ça, exactement. À retenir. Voilà, bah écoute Thomas, merci. Merci beaucoup. Merci de ton accueil et puis j'étais ravi. Et puis de toute façon, à très bientôt. Ciao. Ciao.